Léa, chapitre 2, la plage. Un chapitre écrit par Marie-Christine Horn. Le bruit rassurant et familier des vagues réveilla peu à peu Léa. Elle avait dû s'endormir sur la plage et cet affreux cauchemar s'était répété encore. Combien de fois avait-elle été prise par la tempête déchaînée et meurtrière depuis le jour où elle avait attendu, en vain, le retour de ce père tant aimé? Un mauvais rêve, voilà tout, qui se solderait par un coup de soleil. D'ailleurs, il tapait fort pour la saison. Elle ne se souvenait pas d'une pareille température depuis, à vrai dire, jamais. Elle voulut ouvrir les yeux, mais ses paupières pesaient 1 tonne. « Réveille-toi, petit mousse, allez! Réveille-toi tout de suite! Réveille-toi, vite !» Elle voulut bouger, mais une douleur vive l'en empêcha et elle poussa un cri aigu. Son bras la faisait souffrir. Tout son corps semblait endolori. Un haut-le-cœur soudain souleva sa poitrine et elle vomit un jet d'eau salée qui termina sa trajectoire sur ses cuisses. Il faisait de plus en plus chaud et sa gorge brûlait. Le sable cuisait la paume de ses mains. Avec effort, elle se traîna jusqu'à l'ombre d'un bosquet, le corps alourdi par ses vêtements de pêche. Ainsi donc, elle n'avait pas rêvé. La tempête avait eu raison de la Marie-Jeanne et il s'était échoué sur le sable. Pourtant, le chalutier s'était retourné à des kilomètres d'ici. Elle reconnaissait les contours familiers de la plage, proche de son village et où elle venait souvent en famille, les criques avoisinantes et le phare surplombant la falaise. Cependant, les couleurs semblaient d'une teinte plus prononcée, vive, presque brillante. Elle se frotta les yeux. Cette bizarre impression était-elle une conséquence du choc qu'elle avait subi? Elle mourait de soif. Elle ne comprenait pas la raison de cette chaleur étouffante, alors que le matin même, la fraîcheur du printemps piquait ses joues de rouge. Elle se débarrassa avec beaucoup de peine de son ciré et son surpantalon. La matière collait à sa peau comme une épaisse et moite chrysalide. Son t-shirt blanc épousait sa petite poitrine. Protégée par les larges feuilles de l'arbre sous lequel elle s'était réfugiée, elle inspecta son bras. La blessure semblait superficielle, heureusement. Sous son abri de fortune, elle commençait à se ressaisir. « Ne te plains pas, se houspilla-t-elle. Tu respires, tu penses, tu as une chance énorme. » Certes, des milliers de feux ardents asséchaient sa gorge, mais elle était en vie. Et Tristan? Et Jules? Et Toine? Qu'était-il devenu? Leurs cris étaient encore si présents dans son esprit. Elle releva la tête pour scruter les environs. Rien que ce sable trop doré, cette mer trop bleue, cet horizon trop brillant. L'adrénaline bouleversait ses sens, pensa-t-elle à nouveau, vaguement inquiète. Elle s'était adossée à l'arbre, et elle sentit soudain un liquide couler sur son bras. Sans réfléchir, elle le lécha avidement, puis, sa soif un peu étanchée, elle examina le tronc à la recherche de la source du ruissellement. L'écorce semblait saigner d'un fluide transparent. Les recommandations de sa mère au sujet de la toxicité de certaines plantes lui traversèrent l'esprit, sans qu'elle réussisse à s'y conformer. Elle était déshydratée, et l'essentiel était de reprendre des forces avant de se mettre à la recherche de ses compagnons. Eux aussi devaient être assoiffés. « Allez, petit mousse, debout! Oh, les cœurs! Que sont devenus tes amis? Bouge !» Léa se leva, reléguant la douleur de son bras en second plan. Seule comptait la nécessité de retrouver ses camarades. Elle ne pouvait pas être l'unique survivante. Il fallait qu'il respire, il fallait qu'il vive, qu'il y en ait au moins un par pitié. Elle se leva, ankylosée. Taire ses propres besoins, retrouver les siens, se cacher derrière eux.
Le soleil n'était plus si haut dans le ciel. L'avait-il été? Léa ne se souvenait pas. Troublée, elle l'observa mieux, se demandant si elle rêvait. Était-ce l'effet du suc de l'arbre? S'était-elle intoxiquée et avait-elle des visions? Le soleil qu'elle connaissait était plus haut, plus rond, plus jaune. Elle en était certaine. À présent, aussi incroyable que cela semble, l'astre avait changé. Il brillait d'un orange vif, doublé d'un halo rouge foncé, et non, elle ne rêvait pas. C'était en réalité 2 soleils superposés qui luisaient dans le ciel assombri. Abasourdie, elle se retourna vers les falaises. La roche étincelait, comme piquée de pierres précieuses. Au sommet, le phare ne ressemblait en rien au phare auquel elle était habituée. Celui-ci était beaucoup plus large, plus haut et habillé d'un métal noir et lisse dont la pointe était dénuée de vitres. Ce n'était pas un phare, la prévint aussitôt son instinct. C'était une tour défensive. Son cœur se mit aussitôt à battre la chamade. Que venait faire une citadelle à cet endroit? Un cri strident, inattendu, lui perça soudain les tympans. Protégeant ses oreilles de ses 2 mains, elle leva les yeux vers le ciel. Une peur irraisonnée la saisit à la vue d'une horde d'étranges oiseaux qui volaient au-dessus d'elle de manière désordonnée et agressive. Quand l'un d'eux plongea, Léa fut saisie d'effroi. Ce n'étaient pas des rapaces. Les êtres gigantesques qui cerclaient au-dessus d'elle étaient particulièrement affreux. Leurs bras et leurs jambes se terminaient par des serres monstrueuses, et dans leur dos battaient d'immenses ailes noires marbrées de vert foncé. « Cours !» hurla sa petite voix intérieure. Paralysée, Léa n'arrivait pas à décrocher son regard de l'effrayant volatile. Alors que la nuée se regroupait en une escadrille menaçante, prête à charger, le son d'une alarme déchira le ciel. L'ordre parfait du bataillon volant se rompit aussitôt, comme un essaim de mouches aveuglées, et les créatures se dispersèrent. Léa était tombée à genoux sous la puissance de la sirène, totalement désorientée. Cherchant désespérément la source de ce vacarme, elle s'aperçut que la couleur de la citadelle s'était muée en rouge vif. Épuisée et terrorisée, Léa sentait ses forces l'abandonner. Elle était sur le point de s'évanouir, quand une main ferme lui attrapa le bras et la força à se relever. « Debout tout de suite! Cours! Maintenant !» Elle se laissa entraîner sans réfléchir, soulagée d'entendre une voix humaine. Le garçon courait trop vite pour elle. Ses jambes étaient encore endolories par les événements de la nuit et elle faillit chuter plusieurs fois. Il lui agrippa la main et la tira en avant sans ralentir, ses gestes rendus brutaux par la peur. La citadelle n'était plus qu'à quelques mètres d'eux. Au-dessus, l'escadrille de volatiles s'était reformée et piquait dans leur direction. « Plus vite! Ils vont attaquer !» Elle accéléra, les poumons au bord de l'explosion. Ils atteignirent la tour au moment où la horde fondait sur eux. Le jeune homme posa sa main contre la paroi rouge et un espace s'ouvrit, libérant un passage vers l'intérieur. Lorsque la porte se referma derrière eux, Léa entendit le crissement des serres contre le métal. « Mais qu'est-ce que c'était ?» hurla-t-elle pour se faire entendre malgré l'alarme. « Bon sang, qu'est-ce qui t'a pris de descendre sur la plage au coucher des soleils? T'es suicidaire ou quoi ?» répondit-il sur le même ton furieux. « Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Où sont les autres? Est-ce que tu les as vus? »« Quels autres? »« Mon oncle, Toine et Jules, où sont-ils? »« Je n'ai vu que toi. Et de toute façon, s'il y avait d'autres personnes sur la plage, c'est trop tard pour elles. Les Milvus les ont sûrement raflés. »« Les quoi ?» Essoufflé, il se laissa glisser contre la paroi lisse et l'invita d'un geste à le rejoindre. L'endroit était sombre, uniquement éclairé par une lueur rouge qui semblait émaner de la structure elle-même. Le tube se prolongeait sur une vingtaine de mètres de haut, cercle d'acier à l'extrémité oblongue et tapissé de haut-parleurs plats. Progressivement, l'intensité de l'alarme diminuait, tandis que les murs rouges redevenaient noirs.
Bientôt, le calme revint et une pâle lumière jaune éclaira l'espace. Le garçon dévisageait Léa sans complexe. Il était plutôt mignon malgré son air renfrogné, exacerbé par la forme boudeuse de sa bouche. Son nez était légèrement déformé par une bosse qui témoignait d'une ancienne fracture. Et ses yeux étaient aussi sombres qu'une nuit d'hiver. Il tendit la jambe et toucha son pied du sien. « T'es une métacos ?»« Quoi ? Une métacos ? T'es de l'autre monde ? Mais je... Est-ce que tu avais déjà croisé des Milvus, ou c'était la première fois ?» En gémissant, Léa enfouit son visage dans ses mains et murmura pour elle-même. « C'est pas vrai, c'est un cauchemar, j'en peux plus. Je veux me réveiller et retrouver la Marie-Jeanne et l'équipage. » « Ton équipage est mort. Ou il le sera bientôt. C'est déjà arrivé par le passé. Des gens de ton espèce traversent parfois et atterrissent sur cette plage. Mais les Milvus les repèrent toujours très vite. Les anciens prétendent que c'est l'une d'entre vous qui mettra fin à la tyrannie de Wargok le Cruel. Mais moi, j'y crois pas trop, ajouta-t-il en se relevant. Au fait, je m'appelle Seth. Et toi ? Léa, balbutia-t-elle, désarçonnée. Eh bien, enchantée, Léa. Tu dois sûrement te demander où tu es tombée. Je t'explique. Les sales créatures qui nous ont attaqués sont des Milvus. Ils viennent du territoire des pierres, où règne Wargok le Cruel. Régulièrement, ils enlèvent les inconscients qui traînent dehors à la tombée de la nuit. On ne sait pas vraiment ce qu'ils font d'eux ensuite. Certains disent que dans les sous-sols de la forteresse de Wargok, ils ont creusé des milliers de geôles pour y enfermer les prisonniers. D'autres pensent que le Cruel les fait travailler comme esclaves. Mais moi, je crois plutôt qu'il les tue, tout bêtement. Ce qui est sûr, c'est que les Milvus se dirigent essentiellement à Louis. « C'est pour ça la sirène ?» questionna Léa. « Exact, » confirma Seth. « Ça déstabilise ces saletés de bestioles. Mais malheureusement, l'effet est de courte durée. Leur système auditif permet de contourner les ondes en 5 minutes. C'est un laps de temps suffisant pour chercher un abri, à condition de réagir tout de suite et de courir vite. Mon rôle, en tant que patrouilleur, est de surveiller leurs attaques. C'est moi qui ai actionné la sirène tout à l'heure. » Il poussa un soupir, l'air un peu las d'avoir tant parlé. « Voilà. As-tu des questions ?» Léa acquiesça avec vigueur. « Alors ça, c'est sûr, plein !» Il esquissa une petite grimace blasée. « Alors garde-les en tête. Je t'emmène voir notre chef. » La voie est libre, les Milvus n'attaquent que très rarement 2 fois de suite. Sa dernière remarque n'était pas complètement rassurante, mais il se dirigeait déjà vers la porte, et Léa le suivit malgré sa réticence. Les environs étaient plongés dans la pénombre, mais le garçon avançait à grands pas sur un chemin qu'elle ne distinguait pas. Elle s'efforça de soutenir la cadence, n'osant pas lui demander de ralentir. Un ululement soudain la fit sursauter, et Seth éclata de rire. « C'est un Uti. Pas de panique, il ne te fera aucun mal. » À peine avait-il prononcé ces mots qu'un étrange petit animal apparut devant eux. Quand ses poils se mirent à briller, Léa poussa un cri. Ce qu'elle avait pris pour un chat était en réalité une bête pourvue de 4 yeux, 6 pattes et d'un pelage phosphorescent. Seth siffla, et le Uti se plaça docilement devant eux pour éclairer leur route. Bientôt, d'autres de ces drôles de chats rejoignirent le premier, formant une allée lumineuse qui encadrait leur avancée. Au loin, des lampions constellaient le ciel de centaines de touches claires, comme un champ disparate d'étoiles accrochées aux arbres. Ils se rapprochaient du village, comprit Léa en percevant une légère odeur de nourriture. Les Uti la sentaient aussi. Excités, ils poussaient de petits cris aigus et multipliaient les allées-venues entre leurs jambes au risque de se faire écraser.
On devait sans doute récompenser leur escorte en les nourrissant, car leur réaction était très semblable à celle de son propre chien lorsqu'elle tardait à remplir sa gamelle le matin. Seth avait encore forcé l'allure, et elle dut courir pour suivre ses longues enjambées. Puis sans prévenir, il stoppa brusquement et elle s'écrasa contre son dos. Il se retourna en souriant. Le village est entouré d'un champ de force magnétique invisible à l'œil nu, pour nous protéger des Milvus. Un pas de plus, et tu te retrouveras assise par terre, expliqua-t-il en clignant de l'œil. Il apposa sa main contre la surface d'un arbre, et Léa réalisa que ce n'était pas un vrai pin parasol, mais une silhouette métallique tout à fait ressemblante. Une arche apparut dans le champ de force, et les Hutis s'y précipitèrent en redoublant de cris et de piaillements, attirant l'attention des villageois qui apparurent aux fenêtres. Leur maison ressemblait étrangement à celle du village de Léa. Si elle n'avait pas été entourée d'autant d'arbres qui scintillaient comme des lampadaires, et leurs murs peints en trompe-l'œil pour qu'elles se confondent à l'environnement naturel, elle aurait pu se croire revenue chez elle. « On continue !» l'encouragea Seth, alors que les Hutis se dispersaient. Des curieux se pressaient à leur porte pour les observer. Léa se remit en route, mal à l'aise d'être le centre d'intérêt de tous, dans cet endroit où elle n'avait aucun repère. Ils marchèrent jusqu'au centre du village et s'arrêtèrent devant la plus grande maison. C'était celle de Nobek, leur chef, indiqua Seth en lui demandant d'attendre quelques instants. D'après leur code de civilité, expliqua-t-il, on ne pouvait pas entrer dans une habitation sans avoir été expressément invité à le faire par l'une des maîtresses des lieux. En l'absence d'une femme, les gens n'étaient pas autorisés à pénétrer à l'intérieur d'un domicile qui n'était pas le leur, et il ignorait si l'épouse de Nobek ou l'une de ses filles était présente. Un homme de grande stature et à l'immense barbe blanche apparut brusquement dans l'encadrement de la porte. Seth avait belle carrure, mais il semblait minuscule face à ce géant. Léa n'entendait pas leur conversation, mais à leur coup d'œil insistant, elle se doutait bien qu'elle était l'objet de la discussion. Soudain, l'homme écarta le patrouilleur et se dirigea droit sur elle. Effrayée, elle recula en réflexe, mais il tendit la main devant lui, en signe de paix. « N'ayez pas peur, jeune fille. Je ne vous veux aucun mal. Seth m'a raconté ce qui s'est passé sur la plage. Il pense que vous êtes une métakos. L'êtes-vous » Léa hésita, impressionnée, avant de répondre timidement. « Si ça signifie que c'est la première fois que je mets les pieds ici, dans ce monde où tout ressemble au mien mais où tout est différent, alors je suppose que oui. Je suis une métakos. » Seth dit que c'est à la suite du naufrage de votre bateau que vous avez traversé ? Elle opina, reconnaissant le mystérieux terme « traverser » que Seth avait déjà employé. « C'est bien ça. Nous avons subi une tempête inattendue et nous avons sombré. Je ne sais pas si mon oncle et mes amis s'en sont sortis, » ajouta-t-elle, réprimant un sanglot. Nobek lui adressa un sourire compatissant. « Quel âge avez-vous » J'ai 17 ans. « Et vous vous prénommez Léa » ? « Oui. »« Où est votre père, Léa » demanda alors le chef, sur le même ton. La jeune fille le dévisagea sans comprendre. « Mon père est mort, monsieur. Il a péri en mer il y a 4 ans. »« C'est elle !» conclut Nobek. Seth et lui la dévisageaient avec respect et inquiétude. Des villageois s'approchèrent, et des murmures commencèrent à traverser la foule. « C'est elle, c'est l'élu, c'est elle, c'est l'élu !» Des enfants, intrigués, voulurent la toucher, vite récupérés par leur mère. Tous les regards étaient braqués sur elle. « Seth, que se passe-t-il » questionna-t-elle, effrayée. « La prophétie est en train de se réaliser » s'exclama le chef en réponse, maîtrisant à grand-peine son enthousiasme avant de continuer, solennel. « Il est dit que 4 ans après son père,
De l'autre monde viendra une guerrière, une Métakos, dont 3 lettres forment le prénom. Elle triomphera des Milvus, comme elle a échappé à la colère de la mer, et son arrivée marquera la fin des temps troublés. Marchant dans les pas de son père, aidé de 3 compagnons, l'élu et son armée envahiront le territoire des pierres. Elle seule pourra vaincre Wargok le cruel et ramener la paix. Il n'y a aucun doute, Léa. Tu es l'élu. Quoi? Mais vous délirez complètement. Je suis pas une guerrière. Je suis une pêcheuse de cabillaud, moi, bordel. J'ai rien à voir avec vos histoires débiles. Et mon père non plus. Il s'est noyé, mon père, vous pigez? Il est mort, point barre. Et moi, je veux rentrer chez moi. Non, Léa. Ton père n'est pas mort. Il a traversé il y a 4 ans, tout comme toi. Mais il n'a pas eu ta chance. Les Milvus l'ont raflé alors qu'il était encore inconscient sur le sable. Seth l'a vu, et il pourra en témoigner. Déboussolée, Léa secoua la tête, refusant d'intégrer les paroles de Nobek. C'était impossible, inimaginable. Toute cette histoire était complètement insensée. Prise de tremblement, elle s'affaissa sur elle-même, protestant d'une voix faible. « Mon père est mort, monsieur. » Le géant se redressa de toute sa taille, avant de répondre, inflexible. « Pas encore, Léa. Mais il le sera bientôt, ainsi que nous tous, si tu refuses d'accomplir ta destinée. » Vous avez écouté Léa, un roman collectif des éditions Okama, par Catherine Roland, Marie-Christine Horn, Florence Herleman, Gilles Marchand, Carmen Arevalo, Juliette Noton, Mélanie Chapuis, Zelda Chauvet, Marilyn Stellini, Leila Bassein, Joanne Guillaume-Bachet, Laurent Feuz, Nicolas Feuz, Calikis. Un livre audio produit par Tell Me the Story, réalisé par Cornland Studio, et mis en voix par moi, Xavier Loira.